Salam alaikum, chers étudiants des sections SMPC, bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent et suivent les solutions des séries d'algèbre et d'analyse. Alors aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie du corrigé de la série d'algèbre. Nous sommes arrivés à l'exercice 6. Alors, nous allons faire aujourd'hui les exercices 6, 7, 8 et 9. Donc, commençons par l'exercice 6. Alors, nous avons la base canonique de R3. Donc, tout le monde sait ce que c'est. Alors, je vais peut-être le rappeler. Ici, je les ai notés I, J et K. Mais dans l'exercice, ils sont notés E1, E2, E3, la base canonique, qui forme le repère orthonormé de R3. Donc c'est ça la base canonique. Et on se donne des vecteurs par leurs composantes sur la base canonique. Donc ça c'est le vecteur, si vous voulez, 1, 1, 1. Celui-ci c'est 1, 0, moins 1. Et celui-ci c'est le vecteur 2, moins 1, 3. Mais écrit de cette manière, on comprend bien ce que ça veut dire. Alors montrer que B', c'est-à-dire cette nouvelle famille F1, F2, F3, est une base de R3. Comme la dimension de R3 égale à 3, et que pour montrer qu'une famille est une base, il suffit donc de montrer qu'elle est libre, parce qu'elle est formée de 3 éléments et la dimension égale à 3. Donc nous allons tout simplement montrer que cette famille de vecteurs est libre. Nous avons vu plusieurs méthodes pour montrer qu'une famille est libre. Nous allons utiliser cette méthode que nous avons déjà utilisée, c'est-à-dire on va prendre une combinaison linéaire de ces vecteurs F1, F2, F3 égale 0. 0 c'est le vecteur nul, le 0, 0, 0, évidemment, avec des composantes quelconques alpha, bêta, gamma qui réalisent cette relation. Et nous allons montrer à la fin que ils sont tous nuls. Ces scalaires sont tous nuls. Donc, écrivons ça en explicitant chaque vecteur par sa valeur exacte. Donc, voilà, je remplace F1 par sa valeur, F2 par sa valeur, etc. F3 par sa valeur. Donc, maintenant, essayons d'ouvrir ces parenthèses et essayer de rassembler les scalaires. Fonction de 1, donc ça nous donne alpha plus bêta plus 2 gamma, fonction de 1. Et de la même manière, nous aurons alpha moins bêta, fonction de E2, et alpha moins bêta plus 3 gamma, fonction de E3. Pourquoi j'écris de cette manière? Parce que je sais que E1, E2, E3, d'après l'énoncé, c'est la base canonique, c'est un système libre, et dès que j'ai une combinaison linéaire avec cette famille E1, E2, E3 qui est égale au vecteur nul, forcément, les scalaires qui interviennent dans cette relation sont nuls. Si bien que je trouve maintenant que cette première parenthèse est nulle, la deuxième également, et ceci est nul. Je rappelle parce que E1, E2, E3, c'est un système libre. Donc j'ai un système à résoudre pour trouver ce que je veux, c'est-à-dire à la fin, je devrais trouver alpha nul, bêta nul, gamma nul. Alors les systèmes, alors on apprend à les résoudre facilement par la méthode de Gauss. On n'a pas des systèmes très compliqués, comme vous voyez. Donc, alors, je note L1, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je fais des combinaisons entre les lignes pour arriver au but. Alors maintenant, pour éliminer alpha dans la deuxième équation, je fais L2 moins L1. Donc vous aurez L2 moins L1, alpha moins alpha, 0. Mais ici, vous n'avez pas de bêta, vous avez 0 bêta moins bêta, ça fait moins bêta. Et puis, gamma moins 2 gamma, ça fait moins gamma égale 0. Donc, qu'est-ce que je raconte ici? L2 moins L1, c'est ce qui devient notre nouvelle ligne numéro 2. Bien. Également, pour éliminer les valeurs alpha dans la troisième équation, il paraît clair que je dois faire plutôt L3 moins L1. Donc, alpha moins alpha, ça donne bien 0. Et ici, j'ai moins bêta, ça fait moins 2 bêta. Et ici, 3 gamma
moins 2 gamma, ça fait donc gamma égale 0. Vous remarquez que ici, je n'ai pas parlé des soustractions, mais vous avez à chaque fois 0, moins 0, 2, 0, moins 0, c'est toujours 0. Donc, lorsque le second membre est nul dans toutes les équations, évidemment, quand vous faites des combinaisons linéaires avec les lignes, le second membre reste nul partout dans ces équations. Alors maintenant, je rappelle que j'ai utilisé ici le pivot 1, ici pour faire ces relations. Maintenant, je vais déplacer le pivot ici, donc moins 1, et je vais éliminer bêta dans la troisième équation pour avoir, si vous voulez, une écriture triangulaire, ce qui se traduit par une matrice 1, 1, 2, moins 1, 3. Alors, comment je fais pour éliminer le bêta ici? Eh bien, puisque j'ai moins 2 bêta, alors je devrais multiplier par moins 2 pour avoir 2 bêta, moins 2 bêta égale 0. Donc, alors, je fais l'opération L3 moins 2 fois la ligne 2. Donc, ce sera moins 2 fois moins 1, 0. Et puis là, gamma moins 2 fois moins gamma. Donc, ça fait 3 gamma. Et voilà, maintenant c'est clair. 3 gamma égale 0, ça donne gamma égale 0. Vous remplacez ici gamma est 0, vous aurez bêta égale 0. Vous remplacez bêta et gamma nul dans la première et vous avez alpha égale 0. Donc, je n'ai même pas écrit les détails, c'est tellement évident. À partir de là, j'ai celle-ci et les autres en remplaçant dans les équations précédentes. Ainsi, notre famille F1, F2 est bien F2, F3 est bien libre et comme elle est dans R3 et qu'elle a 3 éléments, c'est une base de R3. Donc, ceci termine la solution de la question numéro 1. Alors maintenant, dans la question numéro 2, nous avons une nouvelle base. Donc, tout vecteur de R3 peut s'exprimer en fonction de cette base. Il aura des composants dans cette nouvelle base. Eh bien, voici un exemple. Ce vecteur-là, on nous demande de l'exprimer, c'est-à-dire exprimer les coordonnées, on dit aussi les composantes, de U dans cette nouvelle base. Alors, nous allons voir comment procéder. Alors, comment procéder? Bon, je reviens à la solution, à la série. Si vous voulez, en général, les gens, quand ils veulent exprimer, ils essayent de trouver E1 en fonction de F1, E2 en fonction de E1 en fonction des FI, E2 en fonction des FI, etc. Ils remplacent et on trouve résoudre un système. Alors, la méthode de Gauss nous permet de trouver ceci rapidement, quand vous allez le voir. Alors, qu'est-ce que je fais? J'exprime F1 avec ses composantes dans la base canonique, F2 avec ses composants dans la base canonique, et F3 avec ses composants dans la base canonique. Je vous signale qu'il faut toujours faire attention lorsque vous recopiez les vecteurs. Si vous faites une petite erreur, votre travail peut durer un quart d'heure, voire plus, et tout est faux. Et également U, prenez ces composantes correctement. Et après, nous allons faire des opérations. Alors ici, sans noter des lignes 1, ligne 2, ligne 3, parce que chaque ligne, elle correspond à un vecteur. F1, ses composantes dans E1, E2, E3, c'est 1, 1, 1. F2, 1, 0, moins 1. Et F3, 2, moins 1, 3. Vérifie bien que je ne me suis pas trompé. Voici, 2, moins 1, 3. Et pour U, 0, moins 1, 2, les composantes. Voyons. 0, moins 1, 2. Alors maintenant, je vais faire le procédé comme je le fais dans les systèmes, essayer de faire 0 dans la première colonne, hein, à partir de la deuxième ligne. Donc, je veux obtenir 0, 0, 0. Alors ici, j'ai 1, et là, le pivot 1. Pour avoir 0, il faut faire F2 moins F1, n'est-ce pas? Vous aurez 1 moins 1, 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Et moins 1, c'est moins 2. Voilà donc F2 moins F1, c'est composante dans la base canonique. Alors, F3 commence par 2. Donc, si je veux avoir le 0 ici, je devrais faire F3 moins 2F1. Voilà, F3 moins 2F1. Je vous signale que ce travail est un petit peu délicat parce qu'on peut se tromper dans quelque chose. Je fais F3 moins 2F1, mais je peux ne pas écrire ça. Et lorsque je passe à la phase numéro 3, vous voyez que j'ai numéroté les phases. Phase 1, à partir de laquelle je démarre. Phase 2,
qui consiste à mettre les zéros dans la première colonne à partir de la deuxième ligne. Donc F3 moins 2 F1, donc 2 moins 2, 0, moins 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 3, et 3 moins 2 fois 1, 3 moins 2 égale 1. Voici donc les composantes. Et pour U, il a déjà le 0 dans la première colonne, je n'ai pas à faire. Alors j'ai dit que pour U, vous avez déjà le 0 dans la première colonne, donc on va le laisser comme il est dans la phase numéro 2. Maintenant, passons à la phase numéro 3 où, alors maintenant vous êtes habitué à ce genre cette technique qui consiste à mettre des zéros de proche en proche dans les colonnes en descendant d'une manière donc à avoir une matrice triangulaire, mais ici on n'a pas une matrice triangulaire puisqu'on a 3 lignes et 3 colonnes et 4 lignes. Donc on essaie de créer le 0 dans la position 3 et dans la position, cette position qui correspond à moins 3 ici, et dans la position ici qui correspond à cette composante moins 1 pour U. Alors pour avoir le 0 ici, regardez, vous avez moins 3, donc vous devez multiplier par moins 3 pour avoir moins 3 plus 3 égale 0. Donc on fait cette opération, c'est-à-dire la ligne numéro 3, moins 3 fois la ligne numéro 2 pour avoir donc 0. Ici, par exemple, nous avons 1 moins 3 fois moins 2, ça fait 1 plus 6 égale 7. Et pour la quatrième ligne également, donc si j'ai un moins 1 et un moins 1 ici, il suffit de faire la différence entre les deux lignes, U moins la ligne, le vecteur F2 moins F1, entre parenthèses, hein. Donc ça fait donc moins 1, 0, et puis 2 moins 2, ça fait 4. Déjà, on peut tirer de cette relation, regardez, ce vecteur s'exprime simplement en fonction de E3, 7. Donc vous aurez 7E3 égale à ce vecteur. Ce vecteur, après avoir effectué les opérations, ça donne F1 moins 3, F2 plus F3. Alors cette relation est très intéressante, puisqu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Alors je déduis de cette ligne et cette ligne que si je divise ce vecteur par 7, j'aurai E3. Et si je divise ce vecteur par 4, j'aurai E3. L'égalité, donc on a cette égalité. Et cette égalité peut s'exprimer après des opérations. Donc vous multipliez ici par 4, vous faites passer le moins F2 plus F1 de l'autre côté, et vous aurez donc U est égal 4 fois ce vecteur plus F2 moins F1. Je répète, on multiplie par 4 pour avoir ce vecteur, et puis on fait passer moins F2 plus F1 de ce côté-là pour avoir plus F2 moins F1. Donc j'écris U de ce côté cette fois-ci, et j'aurai cette égalité. Je n'ai plus qu'à réduire au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est multiplié ici par 7, moins 7, divisé par 7, et vous faites la somme, hein, les vecteurs F1 entre eux, F2, etc., pour avoir cette relation. Voici donc l'expression de U dans la base B', ce qui donne donc les composantes de U dans la nouvelle base sont moins 3 sur 7, moins 5 sur 7, 4 sur 7. Voici donc les nouvelles composantes de U dans la nouvelle base. Question numéro C. La matrice de passage. Écrire les matrices de passage de B à B' et puis sa matrice inverse B' à B. Alors, pour les matrices de passage, il faut bien savoir procéder. D'abord, la matrice de passage de B à B'. Il ne nécessite pas de calcul parce qu'on a déjà ici. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre les vecteurs F1 ici. Le vecteur F1 en fonction de E1, c'est 1, 1, 1. Le vecteur ici F2. Et ici le vecteur F3. C'est comme ça que je fais une petite légende ici, F1, F2, F3, les vecteurs de la nouvelle base. Et ici, en fonction de E1, c'est-à-dire F1, c'est 1 E1, plus 1 E2.
plus un, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc un E2, E2, 1, juste pour expliquer ça, donc E2. Le stylo, c'est pas très fin, hein, donc c'est un petit peu une écriture quand même d'un stylo feutre. Voilà. Donc, je répète, pour avoir la matrice de passage de B à B', qui est la plus simple à calculer, puisqu'on connaît les vecteurs F1, F2, F3 en fonction des vecteurs E1, E2, E3. F1, c'est 1, E1, plus 1, E2, plus 1, E3. Je détaille parce que c'est la première fois qu'on a affaire à cette notion de matrice de passage. F2, rappelez-vous, c'est 1, 0, moins 1. Et F3, 2, E1, moins E2, E3. Vérifions ça. Donc, 2, moins 1, 3. 1, moins 1, 0, moins 1 et 1, 1, 1. Voici les composantes. Je les écris comme ça et j'ai la matrice de passage que je vais appeler B. Alors, certains auteurs écrivent B, B', B, B', pour signaler que c'est les matrices de passage de B à B', et l'autre, son inverse, B', B. Bon, je ne vais pas alourdir avec ces notations, donc je préfère donc juste garder, je l'appeler B, tout simplement. Voilà. Pardon, l'appeler P. Bon, cette légende aussi, je vais l'effacer pour ne pas embrouiller ce texte. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit. De toute façon, vous avez l'enregistrement, vous pouvez toujours revenir en arrière pour regarder de quoi il s'agit. Donc, je vais effacer également ces écritures. Alors, nous avons terminé avec la matrice de passage. Mais pour avoir la matrice de passage P', il faut cette fois-ci écrire les vecteurs E1, E2, E3 ici en fonction de F1, F2, F3. Ce que nous n'avons pas. Alors, il faut le faire. Il faut le faire. Mais cette écriture que nous avons fait ici nous a permis de trouver E3. Et de proche en proche, on va déduire. D'ailleurs, pour montrer que le système des FI est libre, F1, F2, F3, nous avons utilisé la première méthode classique avec les alpha, bêta, etc. Mais on aurait pu faire ça, seulement ceci. Lorsque, dans la première question, je rappelle, on aurait pu faire ceci, qui nous permet de voir donc que les vecteurs F1, F2, F3 par rapport à la base canonique ont un déterminant égal à moins 7. Parce que les opérations que je fais ici, toujours, je démarre avec un coefficient 1 pour la ligne où je suis. F1, 1. Si vous mettez ici 2, moins 2, vous allez avoir un déterminant différent. Mais ici, le déterminant égale 7. De toute manière, lorsque vous faites cette opération et vous avez des constantes non nulles sur la diagonale, vous avez donc un système libre. Mais ça, on l'a déjà résolu. La question de F1, F2, F3 est un système libre, par conséquent, c'est une base. Alors, ce que nous allons retenir, c'est cette ligne E3 est là. Ceci est égal à 7 E3 et vous divisez pour avoir E3. Alors, E3, on divise cette relation, j'ai noté étoile, pour avoir E3. Oui, c'est bien ça. Donc, nous avons E3. Alors, comment avoir E2? On sait que E2, c'est défini par E1 moins E3. Est-ce que c'est vrai? Voyons. Dans le texte, E2, F2 est égal à E1 moins E3. Alors donc, de là, je déduis que E1, en faisant passer moins E3 de ce côté-là, E1 égale F2 plus E3. Et comme je connais E3 je l'ai, donc il suffit donc que j'ajoute F2. F2, là j'ai écrit 7F2 sur 7. Et ça c'est E3. Ceci c'est E3. Cette quantité plus F2, 7F2 sur 7, pour avoir, après avoir fait les opérations, donc E1 égale F1 plus 4F2 plus F3 sur 7.
attention, ce calcul, il est délicat, parce qu'on peut faire des erreurs, Ne me dites pas si j'ai fait une erreur, je ne vais pas vous dire, parce que il paraît que si. Pour faire ce calcul, il faut faire attention, très attention, surtout avec ces dénominateurs, etc. Bon, voilà le E1. D'accord? Bien. Et pour avoir, qu'est-ce qui me reste? Il me reste E2, mais je peux l'avoir aussi à partir de la formule de U. On a déjà dans le texte U égale moins E2 plus E3. U, on le connaît en fonction des F1, F2, F3, et E3, on le connaît aussi. Donc, on va avoir E2 en faisant passer E2 de ce côté-là et I de ce côté-là. On va avoir E2 égale moins U plus 2 E3. Moins U, on l'a calculé, voici sa valeur. Et E3, on l'a calculé, on multiplie par 2. Le même dénominateur 7, et faites les opérations. 3F1. Regardez le moins sur toute la parenthèse. Donc 3F1 plus 5F2 moins 4F3 plus 2F1 moins 6F3 plus 2F3. Faites le calcul et vous trouvez E2. Ainsi, nous avons tout. Nous avons E1, E2 et E3. Nous n'avons qu'à écrire leurs composantes dans la matrice. Regardez, pour E1, la composante c'est 1 sur 7, 4 sur 7, 1 sur 7. Ça va faire la première colonne. E2, 5 sur 7, moins 1 sur 7, moins 2 sur 7. Ce sera la deuxième colonne. Et E3 formera les composants de E3 dont la base B', forme la troisième colonne, 1 sur 7, moins 3 sur 7, 1 sur 7. Alors, ce qui nous permet d'écrire nous permet d'écrire P', donc les composantes 1 sur 7, 4 sur 7, 1 sur 7, moins 5 sur 7, moins 1 sur 7, moins 2 sur 7, et puis les composantes de E3. Ici donc, alors si je dois un petit peu revenir, donc ici les composantes de la base B, les éléments de la base de B en fonction des éléments de la base B', comme j'ai fait tout à l'heure, comme je vous ai expliqué. E1 en fonction de F1, 1 sur 7 F1 plus 4 sur 7 F2 plus 1 sur 7 F3. Est-ce que c'est bien ça pour E1? E1, est-ce que je l'ai? Exactement, il n'y a pas de signe moins. Pourquoi j'ai eu un doute? Il y a toujours des signes moins qui se glissent par-ci par-là. Donc, pour E2, 5 sur 7, moins 1 sur 7, moins 2 sur 7. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Même si vous calculez les composantes, parfois, vous risquez de copier mal. Vous oubliez un signe moins, vous mettez un plus à la place d'un signe moins, etc. Ça donne une... Alors, ce que je devrais vous apprendre, c'est que P et P', j'ai dit tout à l'heure, la matrice inverse, sont des matrices inverses. P et P', P que multiplie P' égale l'identité de R3. L'identité, la matrice identité. Et c'est quoi la matrice identité? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Si vous multipliez P', vous obtenez ça. Et si vous faites P', P également, vous trouvez ça. Ça, c'est une propriété. Alors ça, c'est une façon parfois de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Mais je ne vous conseille pas avec la durée d'examen, comme vous savez, maintenant c'est 1h30, pour faire des calculs. Je ne vous souhaite pas d'avoir un exercice comme ça à l'examen. Franchement, ces calculs sont très très longs et ils sont très 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 longs. Parce qu'on peut faire des erreurs et retourner en arrière, etc. etc. Donc, là, on vous apprend des choses. La matrice P. Et là, c'est P de B vers B'. Et ça, c'est de B' vers B. Donc, elles sont inverses. Et on devrait avoir cette propriété. La P' égale I également P'. P
égale l'identité. Vous avez dû voir ça dans vos cours, etc. Donc on va pas insister là-dessus. Voilà donc les matrices. Alors là, une remarque très intéressante, c'est que nous avons tout à l'heure trouvé les composantes de U dans la base B'. Mais il y a une relation que vous avez dans le cours. Si vous voulez les composantes, les nouvelles composantes à partir des anciennes, il suffit de multiplier par la matrice de passage inverse. Et la multiplication, c'est ça. Voici la matrice de passage inverse. Alors, vous remarquez que lorsque un nombre est en facteur dans toutes les positions, vous pouvez le sortir à la fin. Ce qui veut la multiplication par cette matrice, c'est multiplier chaque position, à ne pas confondre avec les déterminants. Si on multiplie un déterminant, on multiplie une ligne ou bien une colonne. Mais pour une matrice, lorsque vous simplifiez par 1 sur 7, en fait, si vous faites en facteur, vous factorisez 1 sur 7 de chaque position, il sort ici. Alors donc, cette matrice, pour que le calcul soit plus simple, j'ai factorisé le 1 sur 7. Et je multiplie donc la matrice P' par les composantes de U dans la base canonique. Alors vous avez ici moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Regardez. Et la multiplication de celle-là par celle-là nous donne la deuxième position. 0, 1, moins 6. Ça fait moins 5. Et pour la troisième, 0, 2 plus 2, 4. Divisé par 7, ne l'oubliez pas, et vous obtenez ça. Ça, c'est exactement les coordonnées que nous avons trouvées pour le vecteur U. Je le rappelle. Et voici. Les mêmes coordonnées. Bien. Bien. Bon, maintenant, nous allons faire l'exercice 7. Là, nous, 7, 8, 9 sont des exercices un peu plus faciles parce qu'il y a des calculs très simples à faire. Et alors, nous parlons maintenant de norme de vecteurs. La norme des vecteurs que nous avons ici. Alors, nous avons deux vecteurs de R3 et un vecteur de R4. Commençons par les vecteurs de R3. Alors, la norme, elle est notée comme ça, de U, c'est la racine de la somme des carrés des composantes. Racine de 3 au carré, plus 0 au carré, plus 4 au carré, ça fait 9, plus 16, 25, racine de 25 égale 5. Attention, une norme est toujours positive. Et d'ailleurs, lorsque vous écrivez racine d'un nombre positif, vous trouvez un nombre positif. Alors, dans le texte, on nous demande les vecteurs... qu'est-ce qu'on nous demande aussi? Et les vecteurs unitaires associés. Bon, si je comprends quelque chose, ça veut dire les vecteurs unitaires collinéaires. Bon. Alors, quand vous avez un vecteur U, vous pouvez toujours trouver un vecteur unitaire collinéaire à U en divisant par la norme. Ça, c'est un vecteur unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un vecteur unitaire? Ça veut dire que la norme de ce vecteur est égale à 1. Voilà. Donc, si vous mettez U sur norme de U, vous aurez la norme de U de ce vecteur. La composante sort ici, vous aurez norme de U sur norme de U est égale bien à 1. Mais il y a aussi son opposé qui est aussi un vecteur unitaire. Donc voilà les vecteurs unitaires que je peux, disons, associer, si ça veut dire collinéaire, voilà ce que j'ai. Bon. Voilà. Alors pour l'autre vecteur de R3, la norme, c'est la racine de la somme des composantes, des carrés des composantes. Donc 0 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, égale racine de 25, k au carré. Attention, mais ici vous avez 25. Racine de 25, c'est 5, et racine de k au carré, ce n'est pas k, c'est valeur absolue de k. Alors c'est une erreur très connue que les gens font. Ils croient que la racine de k au carré, c'est k, c'est pas k, c'est valeur absolue de k. Faites bien attention.
Alors, si k égale 0, évidemment, ce vecteur est nul. On ne peut pas lui dire qu'il y a un vecteur unitaire collinéaire. Bon. Si k est non nul, par contre, ce vecteur sera non nul et on peut obtenir deux vecteurs unitaires qui ont la même direction, qui sont collinéaires à w, w sur nombre de w et moins w sur nombre de w. Je vous laisse faire les calculs. Il suffit de mettre ici divisé par 5 valeur absolue de k. 5 valeur absolue de k. Et vous avez bien vu que j'ai distingué le cas non nul pour pouvoir faire cette opération. Très bien. Alors, dans le cas d'un vecteur de R4 qui est donné comme ça, voilà, 4 composantes. Donc là, le module, dans R4, on fait la somme des carrés des composantes. Combien il y a de composantes? Il y a 4, donc 3 au carré, plus moins 12 au carré, plus 0 au carré, plus moins 4 au carré, la racine de tout ça. Vous voyez que j'écris tout avec les signements pour bien vous montrer comment on fait. Même le 0 au carré, je l'écris, mais il ne compte pas. Ici, c'est nul. Alors donc, 9 plus 144 plus 16, ça fait racine de 169. Regardez votre table des calculs, ou bien votre calculatrice, ou bien si vous vous rappelez, comme moi je me rappelle que c'est 169, c'est 13 au carré, donc la racine de ceci est égale à 13. Et les vecteurs collinéaires unitaires et collinéaires à V, donc sont V sur nombre de V et moins V sur nombre de V. Vous pouvez avoir leur définition exacte en divisant tout simplement ici 3 sur racine de 13, moins 12 sur racine de 13. Non, la norme c'est 13, pardon. Donc 3 sur 13, moins 12 sur 13, 0, moins 4 sur 13. Donc ça sera le vecteur, par exemple, V sur nombre de V. Et si vous voulez l'autre vecteur, vous multipliez par un signe moins et vous avez l'autre vecteur unitaire, collinéaire. Un troisième exercice dans cette séance, nous avons un vecteur avec une norme et le vecteur s'exprime avec une inconnue. On nous dit si la norme est égale à racine de 79, trouvez k. Très simple à faire. Résoudre une équation avec une inconnue, tout simplement. Alors, voici le vecteur. Norme de égale racine de 79 équivaut à, puisque la norme est définie ainsi, la racine de la somme des carrés des composantes. Ceci égale racine de 79. Élevons au carré. Donc, pas avant d'élever au carré. Donc, effectuons les opérations ici. 1 plus 4 plus 25, ça fait 30. Donc, racine de k2 plus 30 égale racine de 79. Élevons au carré, on obtient k2 plus 30 égale 79. Faisons passer le 30 de l'autre côté, on aura k2 égale 79 moins 30 égale 49, ce qui fait, il y a deux possibilités, k égale 7 ou k égale moins 7. Toujours faites attention. Donc, un nombre qui a un k égale 49, combien il y en a? 2, 7 et moins 7. Racine de 49 et moins racine de 49. Troisième exercice. Alors ici, on parle du produit scalaire. Produit scalaire de vecteurs. Mais avant d'aller au produit scalaire, donc nous allons faire quelques rappels sur le produit scalaire. Donc si vous avez, on travaille dans R3 en général, mais dans R2 c'est la même chose puisqu'il est dans R3. Alors le produit scalaire des vecteurs U et V dans R3 est défini par cette relation. Si vous avez deux vecteurs qui font un angle entre eux, le produit scalaire UV, c'est norme de A fois norme de B fois cosinus θ. Alors, les angles sont parfois notés, c'est-à-dire positif ou négatif long, ça dépend du repère que vous prenez. Par exemple, si vous prenez ici 0, le repère 0 pour les angles, ce sera plus θ. Par exemple, si cet angle est égal à 45 degrés, ce sera plus 45 degrés. Mais ici, ça n'importe pas le sens de θ, négatif ou positif, parce que le cosinus d'un angle, le cosinus de son opposé, c'est la même chose. Si bien que cette relation, elle est commutative. On peut dire que V fois produit scalaire avec U est égal norme de B norme de A cosinus θ, c'est la même chose. C'est la même chose, puisque la multiplication est commutative et que le cosinus de θ et le cosinus de moins θ, ils ont le même cosinus.
Bien, donc la définition. Alors, donc, d'après ce que je viens de dire, donc on a, retenez bien que le produit scalaire est commutatif. UV égale V. On parle d'espace sur R, produit scalaire réel. Alors, si θ égale pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, le cosinus est nul et donc nous aurons UV égale 0. Ce qui veut dire que les U et V, on dit que U et V sont orthogonaux. On peut dire perpendiculaires s'il s'agit de direction. Donc, et c'est équivalent. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Le réel, 0. Alors, par exemple, les éléments du repère orthonormé canonique, IJK, je les ai notés en bas, I, le voici dans R3, J, K, ce sont les éléments du repère orthonormé classique. On appelle cette base la base canonique, on en a parlé tout à l'heure. Alors, ces vecteurs sont orthogonaux, comme vous le savez. Donc, I produit scalaire avec J est égal à 0, I produit scalaire avec K égale 0, et J produit scalaire avec K égale 0. Alors, le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition. C'est-à-dire, si le produit scalaire avec une somme, c'est le produit scalaire de l'élément U avec chaque élément, la somme. Et la somme entre U plus V également, à cause de la commutativité, on peut déduire aussi cette relation. U plus V produit scalaire avec W est égal à U produit scalaire avec W plus V produit scalaire avec W. Alors, j'ai peut-être oublié de donner cette relation aussi. C'est très intéressant. Alors, si vous avez alpha U, alpha, la multiplication externe de l'espace vectoriel R3. Donc, produit scalaire, bon, le produit scalaire, ne pas confondre avec le produit scalaire. Bon, c'est pourquoi cette notation, le produit scalaire est souvent noté aussi comme ça. Je préfère celle-là, peut-être c'est mieux. U scalaire V, comme ça. Pardon, U produit scalaire avec V, ça c'est une notation. En virgule entre deux, ou bien une barre inclinée pour désigner le produit scalaire. Donc ici, alors je vais peut-être ne pas mettre ce point-là pour ne pas confondre. Ici, c'est la multiplication externe de alpha par U. Si vous avez donc... alors, je vais peut-être effacer ça. Ce point. Oh, il a effacé tout. Bon, alors, il faut effacer, effaçons. Bon, alors, nous allons écrire donc alpha V, alpha U, pardon. Donc, la multiplication du scalaire par U, la multiplication externe, produit scalaire avec V, qu'est-ce que ça donne? Ça donne alpha qui multiplie tout le produit scalaire, UV. Alors, tout ça, c'est un réel, et ceci, c'est un réel. Donc, on a ceci. Et également, si on met ici alpha V, également, à cause de la commutativité donc, du produit scalaire, je peux donner aussi, donc, U, produit scalaire avec bêta, un scalaire qui multiplie V, c'est bêta qui multiplie U, produit scalaire, avec V, produit scalaire. Bon, avec cette notation que votre professeur du cours a adoptée. Donc on a ces relations, et on a ces relations aussi intéressantes. Qu'on peut sortir alpha de cette parenthèse pour le mettre alpha que multiplie UV, multiplication ici entre réel et réel. Ici, multiplication entre réel et vecteur. Multiplication externe dans l'espace vectoriel R3. Bien, donc ces relations, on les a. Et voilà la relation qui nous intéresse. Lorsque U s'exprime en coordonnées x, y, z dans la base canonique, ce qui veut dire que le vecteur égale x fois i plus y fois j plus z fois k, et le vecteur v s'exprime par ses composantes aussi, que j'ai noté x', y', z'. Alors, le produit scalaire, voilà la définition intéressante que vous devez retenir. Le produit scalaire, c'est la multiplication composante
par composante qui lui correspond. XX' plus YY' plus ZZ'. Et dans R2, si vous êtes dans R2, il n'y a pas de composante Z, donc vous n'écrivez pas ça. Si vous avez dans R2, vous avez un couple XY, c'est U, et un couple X', c'est V, le produit scalaire, ce sera tout simplement ceci. D'accord? Donc, c'est bien clair. Mais on travaille dans R3, en général, les choses sont valables aussi dans R2. Bien. Alors, à partir de ces remarques sur le produit scalaire et ses rappels, on peut maintenant passer à faire l'exercice. Alors, nous avons des vecteurs, on nous demande de calculer le produit scalaire de ces vecteurs. Si ces vecteurs, donc je vais calculer le produit scalaire. Alors, U, produit scalaire avec V. Alors, je les écris verticalement pour bien voir composante multipliée par composante. 1 fois 1, d'après la relation que nous avons vue tout à l'heure. Donc, ça fait 1. Plus 1 fois moins 1, Y', 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et puis 1 fois 0, c'est 0, donc 1 moins 1 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux vecteurs UV qui sont orthogonaux. Pour U et W, U produit scalaire avec W, les composantes de U, les composantes de W. Bien faire attention à copier correctement. Alors, 1 fois 1, XX', 1. 1 fois 1, YY', c'est 1. Et ici, plus 1 fois moins 2, ZZ', ça fait 2 moins 2 égale 0. Également, U et W sont orthogonaux. Alors, pour le troisième cas, qu'est-ce qui reste entre W et V? J'ai commencé par W parce que le produit scalaire, il est commutatif. J'aurais pu faire VW et plus simplement commuter les composantes, écrire celle-là dans la première et celle-ci la deuxième. Mais on a la commutativité, rien ne nous oblige à... donc, W, produit scalaire avec V, et V, produit scalaire avec W, c'est la même chose. Donc, écrivons comme ça. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Plus 1 fois moins 1, et ici, plus moins 2 fois 0, 0. La somme est égale à 0. C'est encore deux vecteurs orthogonaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ces vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Ça veut dire quoi, 2 à 2? Ça veut dire, si vous prenez deux vecteurs, ils sont orthogonaux entre eux. Alors, on dira que cette famille UVW est orthogonale. Donc, rappelez-vous, on dira qu'une famille est orthogonale, comme ici la famille UVW, si chaque vecteur est orthogonal à un vecteur qui ne lui est pas égal. Donc, U orthogonal avec V, U orthogonal avec W et V orthogonal avec W. C'est une famille orthogonale. Alors, une famille orthogonale est libre. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le cours. On pourra peut-être le démontrer facilement. Alors, elle est orthogonale, donc admettons qu'elle est libre. Et puisque la dimension de R3, alors ici c'est dimension de R3. Dimension de R3, évidemment. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre de vecteurs égale 3, égale la dimension de R3 et le système libre, donc c'est une base. Alors, rappelez-vous tout à l'heure comment déduire d'un vecteur U un vecteur unitaire, c'est juste en divisant par la norme, U sur norme de V. Prenez le plus simple, sans si moins, vous avez un vecteur unitaire. Parce que dans le texte, qu'est-ce qu'il vous demande? On déduit une base orthonormée. Là, on a une base qui est orthogonale, elle n'est pas orthonormée parce que norme de U, c'est précisément racine de 3. Alors pourquoi racine de 3, la norme de U? Regardez, U, c'est ça. Si vous faites la racine de 1 plus 1 plus 1, vous aurez racine de 3. Également, vous avez V, sa norme, c'est racine de 1 plus moins 1 au carré, c'est racine de 2. Et la norme de W, le voici W, la racine de 1 plus 4, c'est racine de 6. Alors donc, ce n'est pas des vecteurs unitaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? On divise tout simplement par chaque vecteur par sa norme et on aura une nouvelle famille. Alors j'ai noté ça U', attention, c'est U', ce n'est pas. Donc U',
est égal U sur norme de I. Voici, c'est U sur norme de I. Donc 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Et V, les composantes de V, c'est 1 moins 1, 0. Je divise chaque composante par racine de 2 pour avoir ce nouvel vecteur V' et W'. Donc, si vous divisez chaque vecteur par une constante, et si le système au départ est libre, vous divisez chaque vecteur par une constante alors, par exemple, qui est non nulle. Alors, vous aurez un système libre également. Et donc, ici, on a une famille orthonormée et libre. Alors, B' est une famille. Alors, j'ai oublié de noter le prime ici, donc j'écris à la main parfois. Vous savez, on oublie des choses. Alors, B' est une famille. B' c'est ça. Voilà, ça aussi, on l'a oublié ici. B' est une famille orthonormée libre. Mais dans le texte, qu'est-ce qu'il nous demande? Dans le texte, il nous demande en déduire une base orthonormée, donc il n'a pas donné de nom à cette famille. Donc moi, j'ai celle-ci, c'est B, et celle-ci, la nouvelle, je la note B'. Bon, j'ai corrigé avec le stylo rouge quand j'oublie. Donc B est une B', hein, est une base orthonormée de R3. La nouvelle, quelle est la différence entre B' et la base au départ B? C'est que celle-ci, elle est orthonormée. Orthonormée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des vecteurs non nuls, orthogonaux entre eux, chacun est orthogonal à l'autre, n'importe lequel, U' avec V', orthogonal, U' avec W' orthogonal et V' avec W'. Et chaque vecteur est unitaire, ça veut dire il est de norme 1 par construction. Celle-ci, par contre, elle est orthogonale. Il y a l'orthogonalité entre les vecteurs. Ils sont non nuls, mais ils ne sont pas unitaires puisque nous avons vu que norme de U, c'est racine de 3, norme de V, c'est racine de 2, et norme de W, c'est racine de 6. Voilà donc, ceci termine la relation, la correction de ces 3 exercices. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, donc nous allons voir, je vais vous démontrer facilement que si vous avez une famille orthogonale, elle est libre. Elle est libre. Je n'ai pas un stylo qui écrit bien pour le faire tout de suite. Ça demande de lire. Et nous continuerons donc les exercices qui vont suivre l'analyse. Donc il y aura encore des produits scalaires, donc on aura l'occasion de vérifier ce que je viens de dire, qu'une famille orthogonale est libre, c'est-à-dire une famille de vecteurs non nuls orthogonaux entre eux, 2 à 2 orthogonaux est libre. Nous allons donc faire l'exercice 10, l'exercice 11, 12, et peut-être si la séance ne s'allonge pas, on pourrait faire aussi l'exercice 3. Donc on commencera les barycentres aussi. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.